Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Julien Grégoire à Thieux dans l'Oise, à un peu plus d'1 heure au-dessus de Paris. Julien est un agriculteur brasseur. Ça veut dire qu'il cultive l'orge dans ses champs et la transforme en bière. Julien a en plus la particularité de malter lui-même l'orge. Il est donc agriculteur, malteur et brasseur. 3 métiers pour un seul homme, vaste programme. Cela lui permet, pour notre plus grand plaisir, de produire une bière artisanale du champ à la chope, comme il aime à le dire. Avec Julien, on a discuté des raisons qui l'ont conduit à produire sa propre bière, des étapes de fabrication de cette dernière et de la difficulté d'être agriculteur aujourd'hui. Ce dernier passage m'a particulièrement touchée et m'a laissé bien songeuse pendant mon retour en voiture. Bonne écoute! Bonjour Julien. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Thieux. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on est actuellement ? Déjà, merci de venir jusqu'à moi, parce qu'on est quand même dans une campagne un peu perdue ici. Donc Thieux, c'est un petit village de l'Oise. On est à une centaine de kilomètres de Paris, mais c'est la vraie campagne ici. Moi, ma famille, on est installé sur cette ferme depuis la Révolution française. Donc, je suis la 6e génération. Et moi, je suis un peu celui qui fait prendre un nouveau tournant à la ferme. C'est-à-dire qu'on était une ferme de céréaliers depuis déjà 2 générations maintenant. Et maintenant, on est producteur de malt et de bière à la ferme. Oui, et je crois que l'endroit où on est symbole un peu de ce renouveau. Tu peux nous expliquer là où c'est qu'on est ? Là, on est dans un nouveau bâtiment qui a quelques mois. Et des cuves qui viennent d'être installées. Donc on a des beaux murs blancs et des belles cuves en inox brillantes. Je confirme. Et tout ça va être mis en route dans quelques semaines. Donc maintenant on est plus qu'impatient en fait à la ferme de mettre tout ça en route et de voir les moteurs tourner, de voir l'eau et la bière couler. Donc c'est ça qui nous excite maintenant. Je comprends. Et donc du coup, tu es agriculteur brasseur, tu as rejoint l'exploitation de tes parents, je crois, en 2015. Ça a été quoi le déclic pour toi d'être agriculteur ? Puisque finalement, j'imagine que tu te définis comme agriculteur avant tout, même si tu produis ta bière. Donc en 2015, j'ai fini mes études. Tout de suite, je suis revenu sur la ferme parce que c'était une évidence. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans, j'ai travaillé depuis que j'ai 12 ans que je travaille à la ferme. Mais ça m'a pas empêché de faire des études aussi. Derrière, j'ai un master en biologie moléculaire. Et c'est pendant ces études-là, on découvre un petit peu la science, on découvre plein de choses. Et en fait, la transformation de sucre en alcool, ce qui se passe dans la production de bière, tout simplement, c'est que de la science. Et en fait, c'est ça qui est excitant. L'idée de devenir agriculteur en 2015, ça c'était une évidence. Ce qui était moins une évidence, c'était de faire de la bière à la ferme au départ. Je me destinais, je pense, au départ plus à une carrière vraiment de céréalier comme mes grands-parents et parents. Mais 2016 est passé par là entre deux. En fait, 2016, ça a été une année, je pense, pour tous les agriculteurs, qu'on soit céréalier, éleveur et autres, ça a été une année catastrophique. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a eu des conditions climatiques assez particulières. On a perdu 80% de notre récolte. Et d'un point de vue économique, ça n'a pas été évident. C'est-à-dire que moi, j'ai mis plus de 3 ans à rembourser les pertes, en fait. C'est-à-dire qu'on a étalé les pertes sur 3 ans et on termine là à peine de rembourser. Et maintenant, on va espérer pouvoir gagner de l'argent maintenant. Aujourd'hui, c'est ça le métier d'agriculteur, c'est aussi de se dire on travaille avec le temps et autres, mais 2016 a particulièrement été compliqué, à assumer en tout cas. Et partant de ça, en fait, on se dit il faut amener de la valeur ajoutée, il faut amener autre chose en fait sur la ferme. On ne va pas rester là endormi à subir le climat, à subir les habitudes des 60 dernières années. Aujourd'hui, il faut se bouger et la bière, ça a été une des solutions. En tout cas, moi, c'est celle qui m'a paru plus évidente pour moi en tout cas. Après, chaque agriculteur peut et doit trouver ce qui lui convient. Mais moi, c'est la bière. Très bon choix, je trouve. Et du coup, tu peux nous décrire les grandes activités de votre exploitation ? Alors, le côté agricole, on produit donc du blé, de l'orge, du colza. On produit aussi des betteraves à sucre.
Ce qui nous pose problème, je dirais, c'est toujours notre revenu sur ce sujet-là, quoi. Ouais. Mais bon... J'ai vu Thierry Beillet, on a parlé de la filière betterave et des néocotinoïdes, etc. Oui. On a parlé de tout ça. Il sera sorti l'épisode avant le tien, donc les auditeurs pourront l'écouter. Et puis, comme on produit l'orge, en fait, sur la ferme, et que j'ai voulu faire de la bière, la chose la plus évidente qu'il y a eu à faire, c'est de monter une malterie, en fait. Parce qu'on a la matière première, on veut aller au produit fini, mais il manquait cette petite étape entre deux qui n'est pas si petite. C'est ce que j'allais dire, qui a l'air très complexe. Sur le papier, c'est tout petit, c'est transformer de l'orge en malt d'orge pour pouvoir le mettre dans nos cuves de brassage. Et en fait, c'est encore un autre métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le métier d'agriculteur sur la ferme, on a le métier de malteur et on a le métier de brasseur. 3 métiers et une personne presque, bon, avec l'aide de tes parents. C'est ça, il y a quand même une supervision et des petits coups de main, mais ouais, c'est l'idée. En tout cas, j'ai vraiment été à l'œuvre, c'est-à-dire en malterie, sur la création des outils. Parce que la malterie paysanne, la malterie fermière, c'est pas quelque chose qui est très développé. Hein. Je pense que si on se donne la peine de chercher un peu sur Google, on doit être une vingtaine d'agriculteurs en France à faire cette démarche-là. Et chapeau à tous les autres agriculteurs qui font ça, parce que c'est juste que comment j'en ai bavé au départ pour mettre en route, on a créé les outils, on a inventé les méthodes, c'est-à-dire que tout le monde peut faire du malt. Tu vas sur Google, tu tapes comment faire du malt, toute la théorie est existante, on la connaît la théorie, mais après il faut le mettre en place, il faut mettre en œuvre les outils qui permettent de le faire. Bien sûr. Et on a appris à souder, on a appris à bricoler et on a créé nos propres outils. Et tu peux nous expliquer grossièrement, parce qu'on n'est pas très technique, mais malter l'orge, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors malter l'orge, ça veut dire prendre le grain qui sort de la moisson, donc le grain récolté par l'agriculteur, et faire en sorte qu'il ait commencé à grandir. Il faut initier sa croissance, et une fois que cette croissance est initiée, on vient cuire le grain pour tuer sa croissance et que cette croissance ne reparte plus jamais. D'accord. Et une fois parce que c'est un certain stade qui nous intéresse pour le brasseur, en fait. Et une fois que c'est fait, on a du malt d'orge. Concrètement, c'est comme quand les enfants prennent des lentilles sur un coton pour le faire pousser. Ouais. En fait, nous, on met l'orge dans de l'eau, on le laisse s'imbiber d'eau, il boit l'eau, il grandit, il commence à sortir ses petites racines. Et avant qu'il y ait le germe, donc l'opposé des racines qui sortent du grain, c'est là où on vient cuire le grain. Et après, c'est tout le savoir-faire du malteur de dire je cuis à telle température, je cuis pendant tant de temps. Et bien, on va faire des maltes qui vont être très blonds ou des maltes qui vont être très colorés, des maltes très noirs. On va aller jusqu'à la torréfaction. Ouais. Parce que ça impacte le goût de la bière derrière ? Alors, oui, ça impacte, mais ça va surtout impacter après grâce au savoir-faire du brasseur qui va faire des assemblages de maltes. D'accord. En fait, le malteur, il vient offrir la palette de couleurs au brasseur. Okay. Et après, c'est le brasseur qui vient piocher, dire moi je veux telle couleur, je veux tel arôme, et je viens piocher dans la palette disponible de malt pour assembler. Comme une recette de cuisine un peu. C'est que de la cuisine. Ouais. Et quand on se rend compte de la complexité du truc, je crois que tu as passé quasiment 1 an et demi à faire de la R&D pour produire ton propre malt, c'est ça ? C'est ça, on a passé 1 an et demi à malter, à tout du moins essayer de malter au départ, parce que c'était pas gagné. Le plus compliqué, je dirais, c'était on essayait de malter, mais pour savoir si ce malt était valable pour faire de la bière, il fallait le brasser derrière. Ouais. Donc on maltait et on brassait. Et on avait le retour du malt qu'en fin de brassage, quand on essayait de consommer la bière, si ça correspondait à de la bière. Et il fallait quasiment 3 mois pour avoir ce retour-là. Et donc ça prend un certain temps. C'est pour ça 1 an et demi, en fait ça paraît long, mais c'est très très court. Parce que on faisait plusieurs brassages, plusieurs maltages en parallèle. Mais il fallait dire là c'est une démarche très scientifique, il faut tout noter, il faut tout réfléchir, il faut rien laisser au hasard. Et une fois qu'on a trouvé la bonne recette, maintenant il faut la répéter. Et pourquoi tu as fait ce choix de malter toi-même sur place ? Parce que finalement tu aurais eu comme option d'envoyer l'orge que vous produisez chez un malteur et qu'ils te reviennent malter, non ? Oui, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup aujourd'hui. Les paysans brasseurs, ils ont cette possibilité de malter à façon. Ça aurait été plus simple, franchement. Ouais, ça aurait été beaucoup plus simple, mais beaucoup moins drôle. Mais en fait, je dirais que d'un point de vue commercial et d'un point de vue éthique, on veut pouvoir dire qu'on est producteur récoltant. Et ça, c'est vraiment la chose aujourd'hui sur laquelle moi je me bats. Il y a plein de gens qui veulent avoir cette appellation producteur récoltant. Quand on est juste brasseur, on veut être producteur récoltant, c'est sûr, on produit la bière. Et nous, on va vraiment du champ à la chope, c'est notre marque aujourd'hui.
c'est une autre démarche en fait, et c'est à ça qu'on veut rattacher. On veut vraiment dire que quand on produit de l'orge vraiment départ champ et qu'on est capable de vendre une bière finie, là on a vraiment le droit de dire qu'on est producteur récoltant parce qu'on n'a rien laissé, quoi. Et d'avoir intégré toute la chaîne comme ça, je pense que ça parle vraiment aux gens qui viennent nous acheter la bière en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est pas pour autant qu'on est plus cher que les autres bières, mais moi je dors mieux le soir en tout cas. C'est le principal. Mais écoute Julien, je te propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur, se réchauffer, parce qu'il est 8h30 du matin, tu as fait l'exploit de me faire lever à 6h pour venir te voir, et puis qu'on continue de parler de la fabrication de la bière et puis de ton parcours. À tout de suite. Bon Julien, nous voilà revenus à l'intérieur. Donc du coup là on est dans l'ancienne brasserie qui va bientôt du coup se fermer pour aller dans le nouveau bâtiment. Alors c'est assez impressionnant parce qu'il y a 3 très grandes cuves avec lesquelles je crois que tu m'as dit tu as produit 22 000 bouteilles, c'est ça ? C'est ça, j'ai produit 22 000 bouteilles avec ces petites cuves, hein. C'est des cuves de 150 litres. Et ça a pris du temps. On a mis 3 ans à faire 22 000 bouteilles, mais on les a faites. Ouais, c'est impressionnant parce qu'en fait, je parle de cuves, mais c'est 3 grandes marmites. Quoi, je mettrai des photos. Franchement, bravo. Et justement, ce que j'aimerais bien que tu nous expliques les étapes de fabrication de la bière. Alors déjà, donc c'est à base d'orge. Et est-ce qu'il y a d'autres céréales qui permettent de faire la bière ? Alors oui, dans la bière, il y a toujours de l'orge, hein, parce que pour avoir l'appellation bière, on doit se baser sur l'orge. Mais ensuite, on peut venir ajouter plein d'autres céréales, notamment le blé. C'est principalement avec ça qu'on va faire la bière blanche. D'accord. Mais après, même pour faire des bières blondes, des bières classiques, quel que soit le style en fait, on peut venir rajouter de l'épeautre, du sarrasin. Après, je dirais que ce qui limite, c'est d'une part le malteur qui doit avoir malté ses céréales ou les avoir torréfiées. Mais après, c'est l'imagination du brasseur qui vient faire le reste du boulot, quoi. D'accord. Mais alors du coup, la différence entre les bières blondes, blanches, ambrées, c'est les céréales qui est à la base ? Alors en fait, ce qui va faire ces couleurs, c'est des assemblages de malt. Une bière blonde, on va avoir qu'un seul malt souvent dedans, un malt blond, un malt de base. Et après, dès qu'on va aller chercher de l'ambré, on va rajouter des maltes caramélisés. On peut faire travailler des maltes, ce qu'on appelle des maltes ambrés. Donc les caramels, par leur nom, vont amener des goûts caramélisés, et les maltes ambrés, eux, vont ramener plutôt des goûts de biscuits. D'accord. Et après, là, dès qu'on va les chercher dans les couleurs plus sombres, c'est ce que je préfère, parce que c'est là où en fait le travail de malteur est plus intéressant à faire, et du coup aussi l'assemblage est encore plus intéressant pour le brasseur. C'est vraiment les bières brunes. Donc là, on a des maltes torréfiés, on a des choses très caramélisées, et notamment sur ma bière brune, j'adore. On a le goût du caramel, on a les petits goûts de biscuit, et en plus on a un goût de café avec un petit goût de réglisse derrière. Alors, mais ça c'est mon truc. Et bon, après faut aimer la bière brune, faut aimer tout ça. Puis après on joue sur les textures. C'est-à-dire que dès qu'on va ramener du blé par exemple dans une recette, on va avoir une recette beaucoup plus pâteuse, presque une sensation de texture en bouche. Voilà, c'est à boire et à manger, quoi. C'est l'idée de la Guinness, hein, c'est ça, c'est d'avoir des bières très texturées. C'est ça qui est intéressant. Ok. Donc ces céréales, tu les ramasses pendant l'été. Ensuite, tu les maltes. Donc ça, on en a plutôt bien parlé. Et alors ensuite, une fois que tu as le malt, donc ça, on a compris que tu faisais une recette de cuisine, tu te servais dans les différents types de ce que tu avais fait. Et c'est quoi après les grandes étapes de fabrication de la bière ? Alors quand on est vraiment là sur le métier brasseur, donc l'assemblage des maltes, et le brassage en lui-même, c'est une journée. C'est une bonne journée de travail. Et on mélange le grain qu'on a transformé en farine, on le mélange avec de l'eau. Donc ça dure à peu près 2 heures. Après, on a des paliers de température. Pour transformer en fait l'amidon du grain, on va le transformer en sucre. Donc on va produire un jus sucré. Ce jus sucré, ensuite, on va le monter à ébullition. Il y a 2 intérêts. Le premier, c'est le côté sanitaire. Quand on est à 100 degrés, on a un produit propre. Et après, on travaille à 100 degrés pendant 1 heure en ajoutant le houblon. Dernière chose, en fait, dernier grand ingrédient qui permet d'avoir l'appellation bière, c'est le houblon. Donc lui, il va amener son amertume. Et après, on a plusieurs moments où on peut amener le houblon pour travailler son côté très amer. Donc plus on va le laisser longtemps, plus on va travailler l'amertume. Et plus on va le laisser pas très longtemps, plus on va avoir le côté floral du houblon. Le houblon, c'est quoi ? C'est une plante ? Alors le houblon,
faut demander plus aux experts alsaciens, mais bon, c'est une plante rhizomatique. J'irai les voir. Ouais, voilà. C'est une plante une plante rhizome, c'est-à-dire que c'est une plante pérenne qui reste dans le sol et qui pousse qui sort une liane du pied. Et cette liane, elle peut monter jusqu'à 7-8 mètres de haut. Et le long de cette liane, on va avoir des cônes qui vont pousser. Et ces cônes qui ressemblent un peu à des pommes de pin, toutes vertes et très tendres. Et une fois que le houblonnier l'a récolté et séché, cette plante devient très friable. Et c'est là où on vient l'ajouter. Une fois qu'elle a été séchée, on peut l'ajouter dans la bière. En fait. Et tu pourrais la produire sur place ou ça c'est vraiment trop compliqué, trop spécifique? Alors moi j'ai 10 pieds dans ma cour de houblon qui servent plutôt à la déco et pour montrer ce qu'est le houblon quand on a des visites. Donc c'est toujours sympa de mettre un mot sur un nom, de mettre une image sur un nom, pardon. Et non, j'y réfléchis, on s'est posé la question, j'étais en formation en chambre d'agriculture il y a quelques semaines pour se poser la question de est-ce qu'on faisait du houblon? Non, on n'en fera pas, parce que d'une part, les Alsaciens le font très bien. C'est énormément de temps de travail, de savoir-faire, et il y a aussi un effet terroir. C'est-à-dire que je ne m'amuserais pas à vouloir faire un Bordeaux en Picardie. Ouais. Et en fait, le houblon alsacien a ses particularités. On a l'effet terroir. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai essayé d'autres houblons. Il y a des houblons dans les Flandres belges, tout ça. Les Belges, les Américains font des houblons super aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, voilà, c'est des houblons vraiment traditionnels. Parce que moi, je ne cherche pas à répondre forcément à la demande commerciale en bière sur des aromatiques très spécifiques en houblon. C'est pas mon truc, en fait. C'est pas ce que j'aime le plus dans la bière. Mais du coup, des houblons alsaciens qui sont très... je vais pas dire des houblons anciens, mais vraiment des houblons terroirs. Ouais. Et c'est ce côté-là que je vais chercher chez les Alsaciens. Ouais. Et peut-être que agriculteur, malteur, brasseur, ça suffit pour un voilà, seul homme. Il y a de ça aussi. Il y a un moment, il faut aussi faire une pause. Ouais. Donc ensuite, tu mets le houblon et après, qu'est-ce qui se passe? Alors après, comme on est à 100 degrés, on doit refroidir la bière très très vite. En fait, on a un outil qui nous permet de descendre cette température de 100 à 20 degrés pour qu'on ajoute les levures. Donc là, c'est vraiment la dernière étape de la journée de brassage, c'est d'ajouter les levures dans ce qu'on appelle le mou, parce qu'on n'est pas encore dans la bière, c'est du mou de bière. Et ce mou, qui est juste un jus sucré, on met les levures, et les levures, elles vont venir travailler pendant 3 semaines à chaud. Enfin, à chaud, quand je dis à chaud, c'est 20 degrés. Hein. Elles travaillent 3 semaines comme ça, donc là, elles viennent consommer le sucre qu'on a produit, et elles vont produire de l'alcool et évacuer du CO2. Alors, la spécificité du CO2 en brasserie artisanale, ça c'est super important, c'est que nous, ce CO2, on le laisse s'évacuer. On ne va pas le garder dans nos cuves de fermentation, on le laisse sortir tout simplement, on travaille en pression atmosphérique, et ce qui nous permet à l'embouteillage de venir rajouter quelques grammes de sucre pour l'embouteillage, pour démarrer une seconde fermentation, et donc de remplir les bouteilles avec le mou de bière qui a été mélangé avec le sirop de sucre, et on embouteille, on capsule, la bouteille est fermée avec du nouveau sucre, les levures se réactivent un petit peu, font la seconde fermentation, et là on crée la bulle. Et en fait, cet ajout de sucre, en fonction du grammage qu'on vient choisir, on vient travailler la qualité de bulle. On vient choisir si on veut une bulle fine, une bulle un peu agressive en bouche, ou au contraire presque inexistante, parce qu'il y a des styles de bière qui veulent ça, et ça c'est le sucrage, et en fait on a du coup une bière sucrée, embouteillée, refermentée, et donc une bière sur lit de levure. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un dépôt sur nos fonds de bouteille. Est-ce que c'est un signe de qualité, en fait, c'est un signe de nos bières ont subi une seconde fermentation et on a choisi notre bulle. D'accord. Et après, une fois que tu mets la bière en bouteille, donc qui est l'étape d'après, combien de temps elle reste après en bouteille? Est-ce que c'est comme le vin, il faut qu'elle se garde ou... Alors là, il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que, comme je disais, on fait une seconde fermentation. Donc en fait, on va reprendre la même cinétique que pour la fermentation. Donc on va refaire 3 semaines à chaud et un petit passage à froid pour vraiment finir le travail. Mais après, on peut rester à 20 degrés, ou enfin plutôt à 15 degrés. C'est ça qui est intéressant. Pour le vieillissement, on travaille jamais trop chaud ni trop froid. Et il y a des bières, ce qu'on peut appeler les bières de garde, en fait, qui peuvent se garder plusieurs mois, 6 mois, 1 an, avant d'être commercialisées. Et ce qui permet en fait aux levures de finir de développer toute leur gamme aromatique. Et là, c'est quand on vient travailler en fait sur le temps de vieillissement de la bière, on vient vraiment travailler l'aromatique de la levure. C'est ça qui nous intéresse quand on fait ça. Donc après, là, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui choisissent de faire vieillir en fût de chêne. C'est très similaire au vin. En fait, tous les alcools sont assez similaires. Quand on fait vieillir une bière en fût,
on vient chercher encore autre chose. Et c'est après, bon, là, nous, on n'est pas encore là, mais c'est quelque chose que j'ai en tête parce que je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire, déjà en collaboration avec des gens qui sont dans le vin ou qui sont dans les alcools forts, qui vont avoir imbibé le tonneau, en fait, qui vont avoir amené une âme au tonneau, et nous, venir travailler notre bière derrière et profiter de ça, et des fois leur rendre, parce qu'en fait, ils sont super contents aussi, des fois, d'aller récupérer des tonneaux qui ont travaillé en brasserie et inversement, et il y a des échanges super, super sympas à faire comme ça. Ok. Et du coup, entre le moment où l'orge est ramassée et le moment où on peut déguster la bière à l'apéro, combien de temps il se passe ? Je dirais en moyenne, on peut prendre entre 3 et 4 mois. C'est-à-dire, quand on a stocké de l'orge stocké, au moment où il passe en malterie, il a un temps de repos entre la malterie et le brassage obligatoire, et jusqu'à la fin de deuxième fermentation en bouteille, on compte 3 mois. Ok, on s'en rend pas compte parce que nous, des fois, on la boit en 10 minutes, mais derrière, il y a 3 mois de travail. C'est ça. Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous donner tes conseils pour choisir sa bière en fait ? Parce que franchement, en tant que consommateur, quand on arrive dans les rayons du supermarché, c'est quand même un peu une galère. Il y a les marques qui sont très connues, je sais pas, tu nous diras ce que tu en penses d'ailleurs. Mais ensuite, j'ai l'impression qu'il y a autant de goûts différents qu'il existe de bières. Comment on fait pour choisir une bonne bière ? Moi, je pense qu'il faut choisir ce qu'on aime, tout simplement. Est-ce qu'on aime les goûts de café ? Est-ce qu'on aime les choses fortes ? Est-ce qu'on aime les arômes travaillés ? D'ailleurs, je pense que plus on va aller chercher sur des gens qui, je dirais un peu comme moi, mais il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi et qui vont beaucoup plus loin encore, qui viennent travailler l'affinage de leur bière. Là, faut déjà avoir un palais un petit peu, je pense qu'il faut déjà savoir apprécier tout ça. Mais après, même une bière artisanale, je dirais moi, mes 2 bières blondes, j'ai 2 bières blondes en référence, elles sont toutes les 2 très simples, très accessibles. Après, c'est aussi au brasseur de ne pas jouer que la carte élitiste. Il faut de la bière pour tout le monde, mais une bière pour tout le monde, ça ne veut pas dire une bière de mauvaise qualité. C'est juste une bière où on travaille que certains points, et c'est ces certains points-là qu'on a envie de retrouver en bouche, en fait. Donc, pour choisir sa bière, il faut presque, je dirais, aller voir les brasseries quand même, et puis demander qu'est-ce que vous me recommandez ? J'ai envie de quelque chose de simple aujourd'hui, et moi, si vous me dites ça, je vous mets sur mes bières blondes, et si vous voulez quelque chose de plus complexe, ça va être la brune. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas les bières brunes sur le principe qu'il faut pas en boire, parce qu'il y a toujours plein de choses à découvrir plus il y aura de couleurs, plus il y aura d'arômes, en fait. C'est quand même ça l'idée. Ouais, d'accord. Okay. Les côtés floraux et herbacés, les choses plus simples seront quand même sur les bières blondes, même s'il y a des choses très complexes aussi là-dedans. Il y a des choses très raffinées qui peuvent être faites sur de la bière. Des belles bières blondes. Ok. Et donc toi, tu produis tous les types de bières, et qu'est-ce que tu as envie de retransmettre dans les bières qu'on boit ? La chose la plus importante pour moi, en tout cas, parce que c'est sur ça que je me bats, c'est vraiment le côté bière de producteur. C'est-à-dire qu'on est producteur récoltant parce qu'on a une bière du champ à la chope. Je peux vous montrer où a poussé l'orge, où a poussé la bouteille de bière. Et c'est vraiment ça le plus important pour nous aujourd'hui. Oui, d'accord, je comprends. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. C'est tes bières aujourd'hui, comment tu les vends ? Par quel canal tu les écoules ? Le canal principal aujourd'hui, c'est des autres agriculteurs. On l'a bien vu récemment avec le confinement et autres. On a tous eu envie d'avoir des choses plus authentiques, des magasins plus petits qui avaient plus de sens. Et en fait, les agriculteurs, nous, dans notre coin, en tout cas, je dirais 20 km à la ronde, ils ont répondu. Ça fait déjà des années en fait qu'ils sont déjà sur le sujet, parce que les ateliers de production ils sont déjà fonctionnels, les magasins sont déjà existants, et nous on est arrivé un petit peu avec tout ça à dire on vient agrémenter vos magasins, donc tous ceux qui vendent du fromage, des yaourts, de la viande, nous on est présents avec eux et on agrémente leurs magasins avec nos bières. Donc ça c'est vraiment notre premier canal. Le deuxième canal, je dirais que c'est les marchés. C'est-à-dire que moi, je fais des petits marchés aux alentours. Et après, c'est le bouche à oreille. Les gens sont contents, on goûte, ils essayent. Au début, on nous regarde bizarre sur le marché. On nous regarde un peu de travers, de la bière sur un marché. Bon. Puis après, les gens, ils reviennent, en fait. Et ils partent avec un premier carton. Et puis tous les mois, parce que souvent, les marchés, nous, on les a une fois par mois. Mais ils reviennent tous les mois avec notre carton et ils sont bien contents de le remplir. Et ça fait plaisir de voir les gens revenir avec le carton et dire j'ai pensé à vous aujourd'hui, je vous ramène le carton, remplissez-le. Ouais, et ça m'amène à la question aussi de l'auditeur qui est Frédéric, qui te demande comment tu fais Il y a beaucoup de bières artisanales, mine de rien, aujourd'hui sur le marché. Comment tu fais pour te démarquer, et est-ce que c'est un souci pour toi ça, ou est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde finalement ?
Je dirais déjà, nous, je vais me répéter encore un petit peu, mais on est producteur récoltant et c'est grâce à ça qu'on essaye de se démarquer justement. Ça a été un peu ce qui nous a décidé à le faire. C'est-à-dire qu'on avait bien vu en 2016, quand on a commencé à se projeter dans la bière, de dire il y a une mode, de toute façon, ça c'est évident. On est dedans parce qu'on a joué le jeu de cette mode et demain, cette mode, elle va continuer. Donc il fallait dès le début avoir un petit truc de différent. Je ne vais pas dire en plus, parce que la bière reste de la bière, quelle qu'elle soit produite de notre façon ou d'une autre. Voilà, nous, on a une autre démarche. Donc c'est comme ça qu'on se différencie aujourd'hui. Après, il y a de la place. Je ne vais pas dire qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il reste de la place, ça c'est sûr. Et après, je dirais, il y aura un tri qui se fera de toute façon, parce qu'il y a des gens qui travaillent plus ou moins bien, ou des idées qui marchent plus ou moins bien. Après, c'est le consommateur qui fera le tri. Ouais. Et après, on verra ce que l'avenir nous réserve, quoi. Ouais. Et donc, je voyais tes bières, globalement, tu les vends en moyenne 3 euros, la bouteille de 33 centilitres, ce qui est le prix moyen de bière artisanale, je crois. En supermarché, aujourd'hui, on peut en trouver à 1 euro la bouteille. Je regardais sur les sites e-commerce des grandes surfaces. C'est quoi qui fait la différence? C'est vraiment que ces grosses machines productrices de bière, elles ont le volume et est-ce qu'en goût, il y a une vraie différence? C'est sûr que les grandes marques, toutes les grandes chaînes, ils ont cette capacité d'écraser les charges sur des volumes phénoménaux produits. Donc nous, on ne peut pas rivaliser sur ça. Mais c'est pour ça qu'on tire notre épingle du jeu, je dirais, avec la qualité. Mais la question de dire, oui, est-ce qu'on voit vraiment une différence concrètement? Parce que pour 3 fois plus cher, est-ce qu'on a vraiment une bière? Je pense que ça, il faut se faire sa propre idée. Hein, il faut aller acheter... il faut aller acheter une bière industrielle et aller goûter une bière artisanale. Pour en revenir, moi, à mes bières blondes, je pense que ce qu'on relève surtout, c'est on a la goutte céréale. Et c'est pour ça que je travaille un petit peu les houblons, mais pas démesurément. La levure de la même façon. Mais que ce qui ressort le plus, moi, dans mes bières, ça va être la goutte céréale. Et c'est là-dessus, je pense qu'on tire notre épingle du jeu face à un industriel qui, lui, va tirer en fait au maximum sur les quantités au brassage. Alors que nous, je dirais que c'est vrai qu'on compte pas trop sur la quantité de malt qu'on met dans nos bières. Et franchement, ça se retrouve sur la texture, en tout cas, sur la tenue en bouche et autres. Ça, c'est des choses, je pense qu'on peut vraiment retrouver, quoi. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais la France est le premier exportateur de malt mondial quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est vrai, mais nous, on joue le jeu en tant que céréalier, en fait. On participe à ça, c'est-à-dire qu'on a de l'orge, on produit de l'orge qui est vendue en coopérative et qui part en malterie dans les malteries françaises. Alors c'est sûr, c'est des malteries industrielles, mais comment dire, il faut bien répondre à la demande mondiale quand même. Donc ça reste une fierté, je pense, de pouvoir dire que déjà dans l'histoire du malt, dans l'histoire des malteries, c'est une petite note historique si vous voulez, les grandes technologies du malt ont été inventées par des Français. C'est les Français qui ont amené ces Saladins, des choses comme ça. C'est des Français dans les années, je dirais que ça va de Louis XIV à Napoléon. On a amené les technologies du maltage dans le monde entier. Les Écossais, même s'ils sont très contents et très fiers de leur malterie avec leur whisky, c'est nos technologies, c'est les Français qui l'ont inventé. Et ça, c'est un petit cocorico. Puis aujourd'hui, ça reste quand même nous qui exportons plus, parce que on a ce savoir-faire-là. Et puis, je pense que c'est un petit héritage aussi je dirais de post-seconde guerre mondiale où les agriculteurs français ont très bien structuré leur filière. C'est-à-dire qu'on a joué le jeu de la PAC à l'époque qui nous demandait de produire. Et on a eu des coopératives qui avaient une force de frappe, qui avaient une capacité d'investir. Et qui aujourd'hui, c'est le résultat en fait de l'outil de production, il est là, on est les premiers, quoi. Ouais. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Aujourd'hui, t'es la 6e génération de l'exploitation à gérer tout ça. C'est pas trop de pression? C'est un petit peu quand même, un petit peu. Il y a une histoire derrière nous. Il y a une histoire derrière nous et on n'a pas envie d'être celui qui fait tout échouer. Je pense historiquement, les anciens ont toujours eu des problèmes, ont toujours eu des défis à relever. Aujourd'hui, moi j'ai mes propres défis. Aujourd'hui, c'est l'évolution de la PAC, c'est l'évolution des demandes de la population, c'est les défis environnementaux. On y répond autant qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a une réalité économique qui est pas évidente. Et
on fait ce qu'on peut et je pense que c'est surtout pour ça, enfin c'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui on s'y diversifié. C'est pour pas aller droit dans le mur parce que je pense que si aujourd'hui, enfin s'il y a des agriculteurs qui nous écoutent, s'il y a un message que je peux dire, c'est les gars, bougez-vous. Vous avez la possibilité, on a plein de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et on a encore la capacité de le faire. C'est pas dans 10, 15 ans, quand ils auront fini de nous saigner en quelque sorte, qu'on pourra bouger. À ce moment-là, ça sera fini et on sera dans le mur. Et c'est maintenant qu'on peut faire des choses. Mais c'est vrai que c'est assez dur de se dire, on a cet héritage-là, on a une histoire derrière nous, mais on ne peut pas envisager de continuer comme ça parce qu'en fait, je dirais que c'est la société qui nous met une grosse pression et en tout cas, on a l'impression de subir et on n'a pas de vrai levier pour bouger, quoi. Donc c'est assez frustrant en fait de voir que notre métier évolue, de voir que le métier nous laisse sur le carreau, quoi. Moralement, c'est pas évident, quoi. Mais bon, après, on avance quand même, hein. Le blé, il est semé, les betteraves, elles seront semées au printemps, et c'est pas ça qui va nous arrêter. Oui. Mais économiquement, moi, c'est quelque chose que je tiens, surtout quand je fais visiter la ferme et la brasserie à des étudiants. Je leur dis, aujourd'hui, moi, j'ai fait des études, je suis agriculteur, mais je finirai peut-être pas agriculteur parce que le métier changera peut-être trop pour ce que je suis capable de faire et qu'économiquement, même si j'ai une belle structure, même si j'ai une belle entreprise, je sais pas si je passerai le cap des 20 prochaines années. Ça, c'est une évidence qu'il faut avoir en tête, en tout cas, quand on est agriculteur. C'est qu'il faut être prêt à changer de métier, quoi. Ouais. Parce que tu n'aurais pas de capacité de production suffisante pour t'en sortir ou parce que le cours des céréales, il est tout le temps en train de varier et que c'est ça qui ne vous permet pas d'être serein sur la suite? Il y a plein de sujets sur ça. D'une part, oui, le cours des céréales, qui est très volatile. Là, en ce moment, le blé, il a un prix hallucinant. Mais en fait, c'est un prix qu'on devrait avoir par rapport à l'économie qu'on a. C'est le prix qui, pour nous fait vivre. Là, en ce moment, c'est étonnant, mais là, je vais pas râler parce qu'on a un prix qui est rémunérateur en ce moment. Ouais. Mais il faudrait qu'il reste comme ça. Le problème, c'est que demain, il va reperdre 30-40 euros de la tonne et ça sera très compliqué. Non, après, le souci, c'est que quand on reprend les dernières moyennes des prix de blé des dernières années, on a un prix qui nous permet de survivre, en fait. Nos capacités d'investissement, elles n'arrêtent pas d'être réduites alors que le prix du matériel ne fait que monter. C'est-à-dire qu'en fait, on a un prix qui est fixe, je dirais, même s'il est volatile, il est fixe en moyenne, et on a un coût de l'investissement, un coût de la vie. On a une inflation, en fait, tout simplement, ça se résume à ça. On a une inflation qui grandit, mais on a un prix du blé qui n'a pas grandi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, même si on reprend les moyennes des prix de blé des dernières années, c'est le prix que mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient. Ouais, d'accord. Mais sauf que les charges que moi j'ai, c'est-à-dire que les charges salariales, les charges d'investissement, les phytosanitaires et autres, tout ça, ça a été décuplé. C'est du x10 quasiment par rapport à mon grand-père. Donc, c'est du revenu en moins, tout simplement. Ça se traduit par ça. Parce que l'investissement, on le maintient. Parce que si on ne maintient pas notre investissement, changer un tracteur, on est obligé, quoi. On ne va pas aller faire ça avec un cheval. Après, qu'est-ce qu'on sacrifie? Qu'est-ce qui reste? C'est plus de 100 000 euros. Combien c'est un tracteur Un tracteur, aujourd'hui, il faut compter dans les 150 000, 200 000 euros selon les tracteurs. Ouais. C'est selon les puissances installées, c'est ça. Donc, il faut en vendre du blé et des bouteilles de bière pour l'amortir, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, le souci, c'est ça, c'est qu'on a des charges pas possibles. Et comme on maintient notre investissement, ce qu'on choisit, c'est de sacrifier le revenu. Mais ça aura ses limites. C'est-à-dire, même si je subis, pour en revenir un peu à la question de tout à l'heure, même si je subis un peu cette pression historique, cette pression, c'est pas une pression familiale, mais ouais, c'est le poids de l'histoire, on va dire. Je serais pas celui qui... je serais plutôt celui qui est capable de sacrifier la ferme pour pas me sacrifier moi. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette mentalité qui change un petit peu dans les jeunes agriculteurs, justement, quand on revient sur nos fermes, même si on veut faire que l'histoire perdure, on sera pas... faut rester on n'ira pas raisonnable. ouais, voilà. On sera capable d'arrêter, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, moi, j'en ai conscience aujourd'hui, mais voilà, on a la bière, on a plein de choses, donc on travaille et on se bat pour. Oui. Mais il y a quand même ce petit doute qui fait qu'on se dit... on n'est pas sûr. Je travaille beaucoup pour pas grand-chose. C'est ça. Je veux dire, là, on est en moyenne entre 80 et 90 heures par semaine. Moi, je gagne moins qu'un SMIC. Donc, c'est incroyable. On aime ce qu'on fait. On a un cadre de vie exceptionnel. Mais le cadre de vie, il a un prix, quoi. Ouais, bien sûr. Et quand tu vois que vous êtes plus que 3% d'agriculteurs et que vous êtes si mal rémunérés pour tout ce travail, pour au final, là, en l'occurrence, toi, qu'on passe un bon moment à l'apéro, il y a quelque chose qui tourne pas rond, finalement.
C'est c'est vrai qu'on a l'impression un peu de marcher sur la tête quand on voit un peu tout ça, mais bon, c'est on fait notre boulot. Et justement, tu disais que vous vous battiez, qu'il fallait se bouger. Toi, tu as décidé de vraiment te bouger puisque tu t'es diversifié à la brasserie. Et surtout, là, tu as fait ce bâtiment, je crois, de 400 mètres carrés, qui est un gros investissement. Et est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu l'as fait? Et puis surtout, ce qui m'a interpellée, c'est que tu as mis en stand-by toute la production de bière parce que c'est toi-même qui fais tous les travaux. Donc là, en fait, tu as fait le choix, un, d'investir de grosses sommes et deux, de ne pas vendre de bière pendant la période de construction du bâtiment. Pourquoi ce choix? Ce choix, il est venu avec la récolte 2016, hein, qu'on parlait tout à l'heure. Donc on a passé ce cap-là. Et puis c'est venu aussi, comme on disait tout à l'heure, avec les petites cuves, avec mes grosses marmites. Même si j'ai fait 22 000 bouteilles, ça prenait un temps considérable. Et moi, mon métier, ça reste celui d'agriculteur. Même si je suis malteur, même si je suis brasseur, mon métier reste principalement agriculteur. Et donc le choix, en fait, c'est d'investir pour pouvoir réorienter tout simplement des heures de travail. On va pas forcément augmenter notre production en fait avec notre nouvelle installation parce que le but c'est pas de devenir un industriel de la bière, mais c'est d'avoir du temps pour travailler en plaine, de travailler la terre parce que c'est notre cœur de métier et si on laisse tomber la terre, si on travaille pas bien la terre, la bière de toute façon sera pas bonne. Donc l'un va pas sans l'autre. Donc ça a été ce choix là en fait d'investissement d'avoir du temps de travail sur le tracteur, sur la moissonneuse, et ça, il n'est pas question que je descende de mon tracteur quand même. D'accord, très bien. Écoute, maintenant je vais passer aux questions de fin. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier à toi d'être agriculteur-brasseur aujourd'hui? Mais ce qui me rend vraiment fier, je dirais, c'est d'être capable de montrer ce qu'on fait en fait, de montrer que on produit de l'orge et que de cette céréale, de ces grains qu'on peut prendre dans notre main, je peux mettre juste à côté une bouteille étiquetée, capsulée, et qu'il y a un certain plaisir à la déguster. Ça, je pense que c'est ça ma plus grande fierté aujourd'hui sur ma ferme, quoi, en tout cas, dans mon métier. Mais après, je veux dire, on est fier un peu de tout ce qu'on fait, parce que le travail de la terre en soi, après, le soir, en rentrant, on est satisfait de ce qu'on a fait. Je pense que c'est à ça qu'on peut déterminer qu'on aime son métier, c'est parce qu'on est fier de sa journée de travail, quelle que soit la journée de travail. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour étaler notre science au prochain apéro où on boit une bière avec des copains? Alors pour la petite histoire, c'est Barack Obama qui brassait à la Maison Blanche en fait de la bière dans la cuisine de la Maison Blanche. Et, carrément. Et ça a vachement participé en fait, ça a mis un peu au goût du jour aujourd'hui ce qu'on appelle le brassage amateur. Il y a énormément de gens qui brassent dans leur cuisine et tous ces petits brasseurs amateurs, ils veulent faire comme nous les brasseurs, ils veulent brasser tout grain, donc avec du grain. Et nous en fait à la ferme du Tillois, ce qui est cool, c'est comme on produit le malt, on vend aussi le malt. On fait pas que vendre de la bière, on vend aussi le malt et tous ces petits brasseurs amateurs, ils peuvent venir chez nous et acheter leur recharge de malt pour brasser 20 litres de bière. Et ça, on peut dire merci à Barack parce que voilà, il a participé à la mode, et à la relance du brassage amateur dans les cuisines. Et ça nous vient des États-Unis cette mode-là, donc c'est super sympa, quoi. Ok, ça alimentera son image un peu cool qu'il a déjà en France. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter si on a une question ou où c'est qu'on peut acheter tes bières si on a envie de les goûter? Alors le contact, il y a la ferme du Tillois sur Facebook. Sinon après on a notre mail contact sur le site contact@ferme-du-tillois.fr. Sinon par téléphone, le numéro est sur le site aussi, donc ça faut pas hésiter. Je crois qu'on est bien référencé sur Google. Oui, donc c'est cool. Ce que je t'ai trouvé comme ça. Mais voilà, faut pas hésiter. De toute façon, le secrétariat, c'est moi. Donc, vous pouvez appeler, laisser des messages. C'est toujours avec plaisir et on répond aux demandes. Après, on a le site internet, donc là, qui est un petit peu en stand-by. Du fait des travaux, du fait du Covid aussi, parce que tout est compliqué quand même en ce moment. Mais le site va se refaire une petite beauté d'ici peu. Quand on aura tout remis en production et on envoie déjà de la bière en fait dans toute la France. Ok, donc on peut acheter ta bière sur le site. On peut acheter en ligne et puis dans les magasins. Et puis à terme, on pourra acheter, j'espère,
dans certains magasins. Super. Je mettrai toutes les infos sur le site de la Clé des Champs aussi, avec un lien qui redirige vers ton site. Très bien. Et merci beaucoup pour ton accueil. C'était vraiment un plaisir de venir ici pour découvrir ton métier. À bientôt, Julien. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la Clé des Champs.